Madame, Monsieur, bonsoir. Exactement 11 jours après le début de la Coupe d'Afrique des Nations, nous nous retrouvons encore avec une nation qui est complètement en train d'espérer que des adversaires puissent assurer sa qualification. C'est le cas de le dire. Mais en même temps, c'est le football, c'est un championnat. Il faut que les uns et les autres puissent sauvegarder leurs acquis. Sinon, cela profiterait aux autres, dont la Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Je voudrais quand même vous dire que ce soir, nous ne recevrons pas Djamel Belmadi, l'ex-sélectionneur algérien. Je parle de lui parce que franchement, je pense qu'il n'est pas très respectueux ni du peuple sportif, ni des journalistes, ni de personne. Je pense que le rôle pour une personnalité qui a le privilège de servir son pays et l'Afrique, c'est de pouvoir donner des explications, c'est de tenter de répondre aux questions des journalistes. Et Djamel Belmadi, à lui, je donne un terrible carton rouge. Voilà, bonsoir Christelle. Bonsoir André. Ouais, comment vous allez bien, votre santé? Oui, ça va. Oui, ça va mieux. Je pense que avec tout ce que la Côte d'Ivoire, les éléphants nous font vivre, très rapidement, le corps... Le corps prend un coup. Et ça se sent quand le corps prend un coup. Mais en tout cas, heureuse de vous retrouver également. Merci. Ce soir. Bonsoir chez vous. C'est vrai que nous sommes toujours à la très petit, c'est très court. On attendra, André, le résultat du match du Maroc contre la Zambie. On a regardé ensemble le match Namibie. Bon, on tirera après les conclusions, mais en tout cas, j'espère que chez vous, ça va. Que votre santé, ça va, votre tension également, ça va. Ça. Et nous, on est très heureux d'être avec vous. C'est encore le Grand Talk ce soir. Bonsoir encore une fois et bienvenue. Aucune autre actualité ne peut chasser l'actualité sportive. Vous le savez, beaucoup de choses se passent, des résultats et aussi des événements, des démissions. On parlera de tout ça au cours de cette émission, mais il faudra quand même se poser la question sur le cas de la Côte d'Ivoire. Ce sera juste après. Est-ce que les éléphants, à travers justement la Fédération ivoirienne de football, ont fait une croix sur cette compétition et se projettent déjà pour l'avenir? C'est une question à laquelle nous répondrons, mais avant, il y a Gérard Tolman. Exactement. Bonsoir Gérard. Bonsoir Christelle, bonsoir André, bonsoir Barry, bonsoir aussi. Vous prenez la parole Gérard après ceci. Gérard Tolman pour le 6 minutes sport est avec nous donc jusqu'à la fin de cette compétition. Christelle, évidemment, Gérard ne pouvait pas passer à côté de ces informations assez importantes, les démissions de différents sélectionneurs. À commencer par celui de la Côte d'Ivoire, Gérard. Exactement. En tout cas, après le revers subi par les éléphants 0-4 face aux langues nationales, Jean-Louis Gasset a présenté sa démission, acceptée par le président de la Fédération ivoirienne de football et le Premier ministre Robert Begré-Mambé, qui est aussi ministre des Sports. Emers Faye, Alain Guaméné et Guy Demel sont désormais en charge de l'équipe. Déjà, un petit bilan qu'on va dresser pour Jean-Louis Gasset, c'est 17 matchs, 10 victoires, 4 défaites, dont celle qu'on a eue le lundi dernier, qui, ma foi, est la plus douloureuse qu'on a eue, évidemment, en question. On rappelle que Jean-Louis Gasset est en place depuis mai 2022. Voilà, et sa démission donc a été entérinée, sinon a été actée par un communiqué de la FIFA. Il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire qu'il y a eu un changement, le voisin ghanéen aussi. Ah oui, évidemment, dans la même veine, le Ghana a limogé son coach irlandais Chris Hughton avec effet immédiat. Les piètres résultats des Black Stars ont eu raison de lui en 3 matchs comptabilisés. Il y a 2 nuls et 1 défaite, et ça a valu donc le limogeage du coach ghanéen. Allez, on va aller en Afrique du Nord aussi. Très bien. Vous parliez tantôt d'un certain Djamel Belmadi. Eh bien, Walid Sadi, le président de la Fédération algérienne de football, a annoncé que Djamel Belmadi a donné sa démission, en tout cas, et que d'un commun accord, à l'amiable, cette démission-là a été donc acceptée. Alors, lundi soir, pour continuer dans ce que vous avez dit, lundi soir, la Côte d'Ivoire est partie avec l'espoir d'éliminer un premier adversaire. C'était le Ghana, vous en avez parlé. Et puis il y avait un deuxième que la Côte d'Ivoire espérait être éliminée pour la course du meilleur troisième. Ça n'a pas été le cas. Et eux,
ils l'ont gagné au mental, cette qualification. Exactement. Immortels lions indomptables, éternels lions indomptables. Les lions indomptables porteront toujours aussi fièrement leur nom, surtout dans les matchs à grands enjeux où jamais ils ne renoncent, ces sacrés lions-là. Éliminés jusqu'à la 85e minute hier, les hommes de Rigobert Song ont puisé dans leur tripes pour venir à bout des Scorpions à la 91e minute par un but de Christopher Wu, mon cher André, avec 3 tirs cadrés, 54% de possession de balle, 79% de précision de passe. Les Lions indomptables ont arraché leur victoire au mental dans les derniers instants, comme à leur habitude, de la rencontre, on dira, sacré Lion. Alors, c'est ce qui fait un peu la différence entre les lions indomptables et les éléphants de Côte d'Ivoire, le mental. On aura les secrets avec, évidemment, notre ami journaliste du Cameroun qui est avec nous, mais on a une grosse surprise, la Mauritanie. Ah oui, c'est exactement cela. Donc, on va parler de la surprise mauritanienne. C'est vrai qu'à chaque CAN, il y a cette petite douceur-là comme ça. Donc voilà, pour cette 34e édition, la surprise des chefs est venue des Morabitoun, sinon des Morabitoun mauritaniens. Morabitoun sont les Almoravides, un peuple nomade, voilà, un peuple guerrier aussi, hein, qui est situé sur la bande nord de notre continent. Donc l'équipe d'Amir Abdou s'est offert une qualification historique en battant l'Algérie 1-0. Voilà, donc un 8e de finale qui, puisqu'ils accèdent du coup à un 8e de finale, qui restera gravé dans la mémoire sportive du pays. Voilà, et donc c'est leur première victoire, c'est le premier but de la Mauritanie. Et surtout, leur première qualification. Même à propos d'Amir Abdou, il faut parler de lui quand même, ce sélectionneur, puisqu'il réédite l'exploit. Ouais, justement. C'est vrai qu'il était l'ancien sélectionneur. L'ancien sélectionneur des Comores. Ensuite, FC Nouadhibou en Mauritanie. Et puis bon, allez, il a pris l'équipe nationale aujourd'hui. L'équipe nationale vit des moments historiques, des moments euphoriques, des moments de rêve. Et ça, donc, il faut le noter, c'est important. Il y a eu un joli moment, justement, ensuite à cette qualification. Je crois qu'il y a un ramasseur de balles qui a été... Eh oui, c'était vraiment la séquence émotion, voilà, de la CAN, voilà, comme vous pouvez le voir à l'image. Voilà, c'est un membre du staff de l'équipe de la Mauritanie qui a étreint ce jeune garçon, le ramasseur de balles. Merci mon petit. Voilà, merci mon petit, merci. Bon, ça c'est vraiment très ivoirien quand même. Merci mon petit, tu vois. Voilà, parce que ce jeune ramasseur de balles, à chaque fois relançait rapidement la balle. Donc du coup, ça permettait à la Mauritanie de développer son jeu et d'aller à l'attaque. Et voilà, le résultat est là. La Mauritanie est qualifiée pour la première fois de son histoire. C'est historique. On rêve d'être à la place de la Mauritanie en ce moment. Tiens. En tout cas, merci beaucoup Gérard. C'était de 6 minutes sport avec Gérard. Gérard, vous sortez du 6 minutes sport pour rejoindre justement le grand reste avec talk, nous, hein. Puisque nous allons continuer avec vous à parler et à décrypter tout ce qui s'est passé au cours de cette journée et d'hier aussi, puisqu'il y a eu des rencontres hier, dont la célèbre rencontre entre le Cameroun et bien sûr la Gambie, sans oublier la qualification du Sénégal et de la Guinée. Et pour en parler, donc, nous sommes avec Charles Douglas Ndemba qui est avec nous, c'est un confrère camerounais. Il officie à Balafon TV. Bonsoir Charles. Bonsoir André, bonsoir Christelle. Bonsoir Charles. À tous, c'est un réel plaisir d'être là. Oui, on dit bonsoir à Charles, mais en même temps bonsoir à oui, Paris. Alors avec tout ce qui se passe, on est un peu centré sur... Enfin, on reste en attente. Mais la première question là qui me vient en esprit, c'est d'où vient le mental? C'est vrai, on sait que ce sont les lions indomptables. Mais comment est-ce que les lions, justement, arrivent à chaque fois, là où on ne les attend pas, justement, à la dernière minute, à réguler au niveau du score? Alors, c'est vrai que c'est ce que nous, on appelle chez nous le Hemley. C'est une culture, c'est une éducation dès le bas âge. Je vais prendre un petit exemple pour qu'on comprenne exactement de quoi il s'agit. Un enfant est dans la cour, il est en train de jouer. Il est dans la cour, il est en train de jouer. Il tombe, sa maman arrive, elle se met à le bastonner, à le punir. Parce qu'en tombant, il a pleuré. Et ça commence à forger son mental comme pour dire, quand on tombe, on se relève sans pleurnicher. Et je pense que c'est des petits exemples comme ça qui permettent de comprendre et de forger le mental dès le bas âge pour savoir que même quand il y a une situation difficile, même quand il y a une situation compliquée, il faut toujours y croire. Aujourd'hui, je vais faire une analyse sur la situation de la Côte d'Ivoire. La situation dans laquelle la Côte d'Ivoire est actuellement, si c'était la même situation dans laquelle se retrouvait le Cameroun, tous les médias
allait se focaliser sur les chances. Peu importe les chances qu'elles soient aussi minimes soient-elles. Tout le monde allait dire on va passer. C'était le discours. Là, on n'allait jamais. Je suis vraiment, pour le côté Cameroun, vous avez l'expérience, mais sur le côté ivoirien, je suis d'accord avec vous parce que tous les médias ivoiriens sont vraiment dans le défaitisme, dans le découragement. Ils cassent le moral. Effectivement, c'est une vraie différence. C'est ça la différence, justement, de vous et nous. Et puis, il y a également l'histoire. À chaque fois qu'on est allé jouer hors du Cameroun, il y a toujours eu beaucoup d'adversité. Récemment encore, on est allé jouer du côté de la Libye pour les qualifications pour la Coupe du Monde. L'équipe n'avait pas accès à l'électricité, à son hôtel, pas d'accès à Internet. C'était compliqué. Les garçons ont quand même pu avoir un résultat de 1 but partout. Bon, après également, il y a eu cette exigence parce qu'on est le Cameroun. Faire un match nul à Benghazi contre la Libye, donc on a estimé que ce n'était pas un joli résultat. Mais lorsqu'on prend tous ces éléments mis ensemble, on comprend que finalement, ils sortent de l'enfer. Après, il y avait des lasers sur les joueurs. Donc, je crois qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé aussi, on peut revenir sur plusieurs histoires. La Blida aussi, parce que la Blida, les journalistes étaient paqués sur une partie du stade où il n'y avait pas de siège pour s'asseoir. Donc, on a joué les 90 minutes. On est allé en prolongation. Debout, Ils étaient toujours debout. Je crois qu'ils faisaient 3 degrés. Là, il a commencé à faire froid. Voilà, c'était terrible pour eux, pour vivre ce match-là. Et je crois qu'aujourd'hui, peu importe la seconde ou alors le cheveu de chance qu'il y a, il faut s'accrocher dessus. Il faut y croire. En tous les cas, on voulait très rapidement donc, commencer cette émission en essayant de comprendre les tenants de cette faculté du Cameroun à rebondir. Et il fallait un représentant, donc un digne représentant du Cameroun pour nous en parler. En tout cas, merci d'être avec nous. Mais quand même, il y a une situation en Côte d'Ivoire. On va ouvrir les choses avec, sachant qu'on reçoit notre invité qui nous a rejoint. Oui, Mohamed Sissé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, reporter, sportif au groupe Adafo Média et du site e-Média, c'est cela? Évidemment. Merci d'être là. Merci, ça fait plaisir. Alors, avec vous, on parlera justement, comme André le disait, de ce qui nous concerne en ce moment. C'est chaud. Comprendre déjà le mouvement, enfin, le départ de Gassé, voilà, son départ ou sa démission, son limogeage, enfin bref, le mot qui siera à la situation. Et puis, le trio des 3 qui prennent le relais pour la reconstruction. Absolument. Je préfère aller là-dessus. Comment est-ce que vous observez tout ceci? Je pense qu'après cette débâcle que le pays a connue, surtout parce qu'on a démarré cette compétition avec beaucoup plus d'ambition et beaucoup plus d'envergure surtout quand on est pays organisateur. Et il faudrait le souligner qu'on s'engage dans une compétition avec beaucoup plus de responsabilités sur les épaules et que si on ne parvient pas à les assumer, donc il va falloir qu'on prenne ou donner de nouvelles dimensions à l'équipe. Donc c'est ce qui est arrivé au cas de Jean-Louis Gassé. Donc moi je pense que c'est bien logique, surtout quand il ne parvient pas surtout à réussir ne serait-ce que 50% de l'ensemble des missions qui lui ont été assignées. C'est bien logique qu'il puisse anticiper parce que c'est lui-même qui aurait d'abord anticipé sa démission et qu'il a déposé en attendant que le ministère et que la fédération également ne prennent leurs responsabilités. On peut dire tout simplement parce que quand vous observez cette équipe de la Côte d'Ivoire, individuellement c'est une très belle équipe, mais il manque quelque chose de collectif surtout, va pouvoir, parce qu'on peut, en termes de football, on peut bien évidemment être costaud, avoir des qualités intrinsèques, mais si on ne parvient pas à les développer et que ça soit les assimiler surtout, ça va être très très compliqué. Et c'est ce qui est arrivé au cas de Jean-Louis Gassé. Mohamed, comme tous les autres qui êtes sur le plateau, on va vous donner la parole à la suite de ça, mais une fois que j'ai entendu Mohamed, la question que je vais vous poser à tous, est-ce que finalement ce n'est pas très surprenant que cette démission ou ce limogeage arrive maintenant? Est-ce que le timing vous paraît voilà, quelque chose à accepter, sachant que mathématiquement, la Côte d'Ivoire n'est pas encore éliminée, Gérard? C'est vrai que le lundi dernier, déjà, je parlais de l'électrochoc, je parlais de l'onde de choc. Je me dis qu'à un moment donné, quand il faut prendre un certain nombre de décisions, il faut le faire. Okay. Jean-Louis Gassé, le confrère lui disait tantôt, un certain nombre de tâches et de missions lui ont été assignées. Il n'a pas été à la hauteur.
eh bien, à un moment donné, il faut taper sur la table. Ça, mais est-ce que ces missions sont terminées? Parce que si même si ces missions ne sont pas terminées, je crois que et la fédération et le ministère des Sports se sont dit, bon, avec ce que nous avons vu, parce que quand même, on a donné tantôt son bilan, il a fait 17 matchs, il a fait 10 victoires, mais bon, ce sont des victoires qui ne comptaient pas pour beaucoup, pour la plupart pour du beurre. Il a fait 4... du beurre. Oui, mais bien sûr. Il a fait 4 défaites et il a fait 3 matchs nuls. Tu vois, donc au vu de tout ça, on se dit, bon, il vaut mieux là maintenant de prendre cette décision et puis se projeter. Donc bon, je me dis, que ce soit la fédération, le ministère des Sports, ils ont donc fait une projection. Alors regardons un peu le trio Faé Emers, Demel, Guy et puis Guaméné Alain. Voilà. Quelles sont les capacités ou qu'est-ce qu'ils peuvent apporter justement à cette équipe-là? Ce sont des nationaux. Ils connaissent véritablement, on pense, la problématique des éléphants. Pensez-vous qu'ils puissent atteindre les objectifs du peuple ivoirien? Barry. Réellement, quels sont les objectifs qui leur sont fixés? Ça, c'est la première question. On le saura peut-être dans les jours suivants. C'est pas la reconstruction, justement, ou garder le cap dans la... Je veux dire, pour le moment, très rapidement, Barry, pour le moment, ce n'est qu'un intérim pour cette équipe-là. La Côte d'Ivoire, après, va donc chercher un entraîneur. Oui, mais quels sont les objectifs assignés à cette Tout à l'heure, André parlait de timing. Je pense que le timing, il est important. Pour moi, à partir du moment où il a commencé le tournoi, il aurait fallu le laisser aller au bout pour après faire un bilan global. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce qu'il était porteur d'un projet, si ma mémoire est bonne. Quand il a été nommé, on l'a étiqueté comme un entraîneur qui a été assistant à l'équipe de France, qui est passé par plusieurs clubs. Le président de la fédération l'a présenté comme un bon profil. Maintenant, là, il arrive en pleine compétition, il se casse la figure. Oui, mais Barry, le seul précédent, Barry, je pense... permettez-moi, le cas de la Côte d'Ivoire n'est pas un cas d'école. Hein. Il y a plusieurs pays qui ont décidé, justement, à cause des résultats, de changer de cap. J'allais en venir. Oui. Pour cette CAN, tous ceux qui ont changé de coach sont éliminés officiellement. Les éléphants ne sont pas éliminés mathématiquement. Il y a encore un espoir. Tout à l'heure, le confrère camerounais le disait, il le rappelait, ce n'est pas encore terminé. Le seul précédent que je veux souligner, c'est celui d'Henri Kasperzak en 2008 avec le Sénégal. Mais là aussi, il y avait eu un antécédent parce qu'il y a 8 joueurs qui sont allés faire la fête la veille du match et on les avait tapés. L'Angola, je crois, 3-1, les avait tapés, ils étaient éliminés. Henri Kasperzak a rendu le tablier avant le dernier match. Dans le contexte, la Côte d'Ivoire est pays organisateur, Barry. On prend 4 buts et de façon inexplicable devant le public ivoirien. On est pays organisateur, on compte sur cette équipe-là. Je ne minimise pas l'équipe devant laquelle on jouait, mais personne ne pouvait prédire un tel résultat. Est-ce que justement la douleur et la force de ce résultat ne poussent pas justement les responsables du football ivoirien à prendre des décisions en même temps? Et si on passe en 8e, on changera de cap. On va demander à Charles de réagir. Justement, là, il parlait du timing. Oui. Le timing n'est pas bien choisi. Le timing n'est pas du tout bien choisi. Aujourd'hui, les organisateurs sont un peu devant les faits accomplis. N'oublions pas que la Côte d'Ivoire organise une belle Coupe d'Afrique des Nations et que la CAN se veut être populaire. C'est ça. Donc, il y a également l'électrochoc qu'il faut avoir. Si Gasset reste en poste, est-ce que les Ivoiriens seront à même de partir au stade soutenir les éléphants? Ça également, c'est un paramètre qui est important à prendre. Alors, j'aurais aimé, pour que toutes les zones positives, peu importe l'infime chance qui reste, convergent vers une qualification de la Côte d'Ivoire, laisser qu'on ait le résultat. Laisser qu'on ait le résultat de ce soir. S'il y a qualification ou pas, et s'il y a qualification, là, on prend l'intérim. Et avec le nouvel intérim qui va venir gérer les joueurs, ça va créer l'électrochoc. Peut-être que le discours de Gasset ne passait plus sur les 3 premières rencontres. L'équipe est qualifiée, ça c'est ce que je souhaite. Au moment où je parle, l'équipe est qualifiée, on prend l'intérim et les hommes commencent à travailler avec les garçons. Ça peut susciter d'autres choses, ça peut booster certains joueurs. Ils peuvent même dire que, OK, Seko Fofana, tu as beaucoup donné pendant le premier tour, tu vas rentrer dans ce 8e de finale, tu ne vas pas commencer le match comme titulaire. Bref, il faut changer 2 ou 3 choses dans cet effectif-là. Charles Pouchuté, oui, Pouchuté. Aujourd'hui, les autorités n'avaient pas le choix. Je pense qu'elles n'avaient pas le choix parce que là également, n'oublions pas la dimension populaire de la pression du peuple. La pression du peuple. Pour les calmer, il fallait faire quelque chose concernant le banc de touche. C'est un avis que je ne partage pas, mais je vais voir le regard de Mohamed Cissé. En 90, parce
que les gens peut-être beaucoup l'oublient, le Nigeria avait joué la finale en 90 en Algérie. Mais le Nigeria a commencé cette compétition avec une défaite de 5-1 face à l'Algérie. Mais ils sont arrivés en finale. Vous voyez? Donc je veux dire, est-ce que d'un point de vue qui est journaliste sportif, est-ce que d'un point de vue footballistique, on n'est pas soit en train de tuer enfin, le démarrage de la carrière d'entraîneur de ces jeunes qui vont venir? Parce que si ces joueurs-là ne sont pas bons lors du match de l'éventuel huitième de finale, ils prennent un 5-0 par exemple, je dis n'importe quoi. C'est-à-dire que Faye, Emer, c'est sa bande, ils prennent un 5-0. Leur entrée dans le poste d'entraîneur peut être quelque chose d'ingérable. Comment vous voyez ça à l'aune de ces deux exemples-là que je vous donne? Moi, je pense que les responsabilités qui seront confiées à ces derniers, c'est un couteau à double tranchant. Par exemple, ils vont certainement succéder à Jean-Louis Gachet. Après, s'il parvient à hisser la Côte d'Ivoire jusqu'en finale de cette compétition, ça veut dire qu'ils auraient déjà réussi à faire briller sur toute leur carrière. Et si le cas contraire se produit, ça veut dire qu'ils auront étiqueté, s'il faut, leur carrière. Mais moi, je pense que c'est pour la plupart, s'il parvenait quand même à trouver les mots qu'il faut et qu'il parvient à booster encore une fois le mental des joueurs de la Côte d'Ivoire, ça peut changer parce que c'est bien vrai, les faits sont très très rares de voir une équipe en course d'une qualification d'une Coupe d'Afrique des Nations se séparer de son entraîneur et trouver un autre pour espérer encore une fois poursuivre la compétition. Mais voilà, donc le cas de figure de la Côte d'Ivoire, pour ce que je souhaiterais, je pense que l'équipe de MRC Faye va pouvoir réussir surtout afin de pouvoir se lancer dans le grand bain. Alors justement, si c'est avec vous, j'aimerais qu'on puisse regarder quelque chose, le point du mental. On en parlait peut-être avant votre arrivée avec Charles. Comment est-ce qu'on arrive à booster cette équipe-là telle qu'on l'a? On a des talents individuels, mais on n'a pas de groupe, ça on le sait. Comment on arrive à ce que ces joueurs-là, comme les Lions ou comme d'autres équipes qui, à la minute près, arrivent à se ressaisir, à se dire, voilà, je joue pour le peuple me regarde, le président, enfin, tout le monde et la nation est derrière moi. Comment on arrive à passer de mental de I am down jusqu'à I am up et je gagne? Je pense que ce sont généralement des caractéristiques que ce sont spécifiquement les entraîneurs qui sont capables de déceler ces différentes défaillances-là. Par exemple, quand vous prenez un tout petit peu, c'est un exemple, quand vous prenez l'équipe nationale de Guinée, il y a quelques années, en 2019, on avait suivi également la même débâcle face à l'Algérie. Aussitôt qu'on avait subi cette débâcle, on s'est dit, bah, la première responsabilité, c'est l'entraîneur, il faut changer parce que la façon de faire des joueurs, le comportement sur le terrain. Donc, ça veut dire que le discours de l'entraîneur ne passait plus et que les joueurs eux-mêmes souhaitaient se séparer en fait, de l'entraîneur parce qu'ils en avaient marre. Donc, après, en 2020, on a trouvé un autre entraîneur qui est venu. Pour ses débuts, il a réussi. Il a quand même eu un début en fanfare. Ça veut dire tout simplement qu'il y a un certain nombre de questions qu'il faut se poser. Maintenant, la grosse question qu'il faut se poser, est-ce que ces joueurs-là, aujourd'hui, parviennent à cerner les mots choisis par Jean-Louis Gachet? Est-ce qu'ils sont capables ou ils sont déterminés à évoluer avec Jean-Louis Gachet? Parce que quand vous voyez, individuellement parlant sur le terrain, vous savez, il y a certains joueurs qui fournissent assez d'efforts pour, encore une fois, honorer, s'il faut, les couleurs ivoiriennes. Il y a d'autres, par contre, ils en ont envie, mais ils auraient tellement envie de permettre à l'entraîneur de pouvoir sortir. Très bien. Voilà. Vous avez dit quand même des choses très intéressantes, mais qui ramènent aussi aux questions de responsabilité. Peut-être qu'on pourra se poser la question juste après, mais regardons la petite vidéo, parce qu'au moment de la nomination donc, de Jean-Louis Gasset, le président de la fédération avait plus ou moins dit beaucoup de choses. Vous pourrez interpréter comme vous le voulez, mais regardons ensemble et puis on va dire si tout cela converge vers le résultat qu'on voit aujourd'hui. Selon nous, nos critères, Jean-Louis Gasset répond plus à notre besoin à la date d'aujourd'hui que ces personnes que tu as indiquées. On va prendre une compétence qui connaît le football. Et c'est ce que nous avons fait. Je les invite à nous juger sur les faits. Je les invite à nous juger sur les performances. Jean-Louis Gasset a un cursus qui est un cursus avec une belle expérience, une belle connaissance du football mondial, des joueurs africains. Si ça peut vous faire plaisir, je vais vous donner une anecdote. Jean-Louis Gasset, son meilleur ami, vous savez c'était qui dans sa jeunesse? C'était Mama Ouattara, paix à son âme. Parce qu'ils ont joué ensemble à Montpellier. Ce qui compte,
c'est la connaissance de Jean-Louis Gasset du football, sa capacité à organiser notre équipe nationale, sa capacité à la modeler pour obtenir les résultats que nous recherchons. Le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, il y croyait. Justement, il a dressé donc un portrait de Jean-Louis Gasset qui devait lui porter des résultats probants. Aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir est-ce que là, c'est clair que sa responsabilité est engagée. Est-ce que finalement, il ne s'est pas trop engagé au point qu'il pourrait connaître le même sort que Jean-Louis Gasset? Comment vous analysez tout ça? Justement, après, on va commencer par Gérard, on va dire le national. Vous êtes là, dites-nous justement votre sentiment tout de suite là-dessus, on fait un tour de table. J'estime que le président de la fédération, sur le coup, est très ambitieux. Voilà, quand il parle de la connaissance, de la grande connaissance du foot africain de Jean-Louis Gasset, moi je m'inscris totalement en faux. Je m'inscris en faux. Je me dis Jean-Louis Gasset. Après coup ou bien même avant? Non, avant comme après coup. Déjà revenons même sur le choix de Jean-Louis Gasset. Je crois que la décision, effectivement, elle appartient aux instances dirigeantes du football ivoirien, mais autour, la population, les gens qui aiment les amateurs de football n'ont jamais été d'accord avec le choix de Jean-Louis Gasset. Jamais. Alors là, jamais de la vie. Écoutez, moi je me dis même que là, en ce moment, quand ils font démissionner Jean-Louis Gasset ou le limoge, ben c'est un juste retour aux choses. Il se rattrape complètement, pour le coup. Il se rattrape. Si c'était pour qu'on en arrive là, pourquoi il ne nous a pas fallu prendre, ne serait-ce que ceux-là qu'on met là maintenant? Pourquoi ne nous a-t-il pas fallu prendre des entraîneurs locaux et aller nous casser le visage comme ça à la face du monde entier avec Gasset? Très bien. Mohamed Cissé, lorsque le président de la FIF rassure tout le monde sur Gasset, est-ce que ce n'est pas un peu normal? Il recrute quelqu'un, il donne, il fait un bon CV de la personne, il y a de l'espoir. Après, par derrière, les joueurs aussi ont leurs responsabilités. Quel est votre point de vue sur la question? Ouais, moi je pense qu'en voyant le président se prononcer ainsi, j'estime que déjà c'était l'homme en qui il portait confiance. Et c'était l'homme en qui il pensait que celui-là pourrait, disons, redorer le blason après plusieurs déceptions qui se sont accumulées au sein de cette sélection nationale. Maintenant, puisque cela n'a pas été le cas, après ils se sont finalement rabattus sur la compétence locale. Ce qu'ils avaient d'ores et déjà négligé, s'il faut fouler au sol. Donc moi je pense que ces différentes définitions qu'il a données à Jean-Louis Gasset, c'est parce que nous avions pu constater sur le terrain, c'est parce que nous avions pu remarquer par sa façon de faire et tout ce qui s'ensuit. Donc peut-être, je me dis tout simplement, c'était un président très animé. Trop optimiste. Oui, très optimiste. Mais en même temps, c'est pas normal d'être optimiste. Non, c'est bien normal en fait. C'est bien normal. Ils étaient très bien animés de voir Jean-Louis Gasset réussir ce que les autres ont échoué. Et malheureusement, cela a tourné au cauchemar. Alors Charles, je pense que le président, peut-être avant la question, je pense que le président est totalement dans son rôle. Lorsque vous recrutez, voilà, c'est le rôle entre un employeur et un employé, excusez du terme. Il doit l'encourager, il doit le présenter. Ce n'est pas lui le premier à donner des qualificatifs dépréciatifs pour le sélectionneur. Je pense que, et il a bien dit, à ce moment précis, en début de son discours, à ce moment précis, c'est l'homme qui connaît le football. Peut-être que les journalistes présents, peut-être que les journalistes présents auraient aimé entendre, c'est l'homme qui connaît le football africain. Charles Douglas, je vais vous laisser repartir sur votre développement, mais il y a une chose qu'il faut préciser aussi qui est importante, c'est que le sélectionneur n'est choisi que parmi les candidats. Parce que ça aussi, c'est une chose importante. C'est-à-dire que ce n'était pas un choix. Il y a des gens, là, demandé venez être candidat. Ils sont venus. Parmi eux, il y avait Gasset. Et il était censé être le meilleur parmi de la liste, ceux qui l'ont choisi. On a fait le choix de l'expérience. Je crois qu'aujourd'hui, moi, je pense que le président ne s'est pas trompé sur le choix Gasset. J'explique. Le président ne s'est pas trompé sur le choix Gasset parce que si, avec des si, on peut refaire le monde. Absolument. Mais si Pépé met son but, c'est un autre match. Non, mais c'est met son but aussi. Il tombe, quoi. C'est un autre match. On ne parle plus de Gasset. À la 30e minute. Moi, je pense que tout rejeter sur la tête de Gasset, c'est un peu trop facile. Il faut responsabiliser les joueurs. Et j'ai aimé la question tout à l'heure qui était celle de savoir qu'est-ce qu'on fait pour redonner un mindset nouveau à cette équipe de la Côte d'Ivoire. Les éléphants jouent pour qui? Les éléphants jouent pour le peuple ivoirien. Montrez-leur les images de ce peuple meurtri par leurs résultats. Ça parle. Pour que les gens me suivent, il faut que la tête soit bien.
montrez-leur des images de ce que... Il y a une image qui, nous, au Cameroun, nous a marqué concernant l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est quand, je ne me souviens plus des qualifications, mais il y a Didier Drogba, parlant de la période un peu sombre de la guerre, là, qui fait un discours, qui parle aux Ivoiriens. Montrez-leur ces images-là pour qu'ils prennent conscience de la lourde mission, de la lourde responsabilité qu'ils ont. Parce que n'oublions pas également que lorsqu'ils viennent jouer, c'est une CAN à domicile, ils sont nombreux. Je pense que toute l'équipe n'a jamais joué une CAN à domicile. Ça fait un moment. Donc, ils doivent apprendre à supporter toute la pression. Et je peux vous dire qu'il y a la pression. Nous, quand le Cameroun joue, on sent la pression des Ivoiriens. Absolument. On la sent. Absolument. Depuis la tribune. Merci Charles. On va permettre à Barry de clôturer. On va recevoir notre invité. Barry, votre avis sur tout ça, parce qu'on a dit beaucoup de choses, mais comment vous interprétez tout ça? Il y a une information qui vient de tomber, Charles. C'est la démission de l'entraîneur de Tunisie. Jalel Kadri, c'est le 6e entraîneur qui démissionne. Il y a Amrouche de la Tanzanie, bon, il y a eu des soucis là-bas, il a été limogé. Il y a Tom Sanfid qui hier, en conférence de presse, à la fin de la rencontre contre le Cameroun. Donc ça fait 6 entraîneurs et c'est ce qui montre que la Coupe d'Afrique des Nations organisée par la Côte d'Ivoire, 34e édition, est l'une des plus relevées parce qu'aucune nation n'est venue pour faire de la figuration. Tout le monde est venu pour s'améliorer. Barry. Bon, écoutez, moi, je n'aimerais pas déjà être à la place du président de la Fédération ivoirienne de football parce qu'à regarder cette vidéo-là, je pense qu'il a demandé à ce qu'il soit jugé sur les faits. Et là, je suis désolé, Monsieur le Président, les faits vous condamnent. Monsieur Jean-Louis Gasset a infligé à la Côte d'Ivoire la plus grande humiliation de son histoire footballistique. En prendre 4-0 sur le terrain national. Donc, il y a déjà un problème. Et je pense que j'espère que le président Idriss Diallo prendra ses responsabilités au moment venu. Parce qu'il l'a dit, présentant l'entraîneur, il a pris la responsabilité sur lui de justifier la nomination du coach. On peut me dire que Pépé aurait pu marquer. On peut me dire que Chris Kwame aurait pu scorer. On peut me dire que Yaya aurait pu sortir la balle sur le coup franc. Mais après, quand on dit tout ça, il y a un bilan à faire. Et le bilan, il y a quelqu'un qui a été nommé comme sélectionneur alors qu'il ne connaissait pas l'Afrique du tout. Ça, c'est un fait. On ne peut pas renier ça. Voilà, il connaissait les joueurs africains, mais il ne connaît pas l'Afrique. Les stades en Afrique, c'est une autre réalité. La pression n'est pas la même. Chaque continent a ses réalités. Vous ne pouvez pas comparer la Copa América à l'euro, vous ne pouvez pas comparer l'euro à la CAN. Voilà, chaque chose a ses réalités. Maintenant, revenant rapidement sur les intérimaires. Moi, je pense que c'est 2 pistes qui les attendent. Soit ils ont la carrière de Roberto Di Matteo en 2012, qui a été nommé comme intérimaire, qui est allé au bout en Champions League, ou bien ils suivent Solari, l'ancien argentin de l'Argentine et du Real Madrid, qui avait été nommé comme entraîneur, qui a été viré 3 mois après. Donc, c'est les 2 pistes qui les attendent. Très bien. En tout cas, vous, par expérience, vous dites des choses. Et en tout cas, nous, on entend tout ça. Une chose est certaine, les choses se poursuivent. Il faut juste que l'ensemble de nos concitoyens comprennent que tout espoir n'est pas perdu. On reparlera évidemment de l'aspect footballistique. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire va se qualifier. Vous pensez que la Côte d'Ivoire va se qualifier? On reparle de ça tout à l'heure. Mais vous savez que cette CAN, c'est aussi et surtout des rencontres. Vous étiez en train de le dire, Christelle, la CAN de l'hospitalité, et beaucoup profitent de cette CAN pour faire des choses et d'autres. Et elle a décidé de se lancer dans un rapprochement des peuples. Exactement, il s'agit de Madame Diaye Marème Montero. C'est beau comme nom. Merci. Vous êtes initiatrice de Sénégal-Ivoire et voilà, promotrice donc de cette plateforme d'échange entre le peuple sénégalais et le peuple ivoirien. Et moi, ce que j'aime, c'est que je me rappelle qu'en 92, c'était au Sénégal. Et cette ville-là, Ziguinchor, ça m'a marqué parce que c'était le départ, voilà, de là où les éléphants sont partis, de notre épopée, pour brandir ce trophée. Allez, voilà, le rêve est encore permis, on attend. Mais je suis très heureuse de vous recevoir. Merci beaucoup. Pourquoi cette initiative, très chère? Sénégal-Ivoire, cette initiative, on l'a eue déjà pour renforcer les liens entre les entrepreneurs, que ce soit hommes, femmes, sénégalais et ivoiriens. Déjà, tout le monde, c'est un partenariat déjà qui existe entre un petit groupe. On s'est dit pourquoi pas la faire en plus grand, essayer d'y joindre aussi d'autres personnes, essayer de vraiment on va dire, de professionnaliser la chose. Parce que dans ce groupe, il y avait déjà une dame avec qui on travaillait au Sénégal qui faisait parvenir tout le temps ses marchandises par la route ou par voie aérienne. Alors, on s'occupait au fait de les revendre au Sénégal et on faisait vice-versa. On s'est dit, mais pourquoi pas
concrétiser ça, professionnaliser ça, en organisant une expo-vente internationale et en même temps par rapport aussi à la CAN. Tout le monde sait que c'est la rencontre. C'est là où je vais en venir. Pourquoi pas dans 2 mois en fait? Voilà, c'est ça. Pourquoi maintenant? Vous allez me dire la CAN, mais c'est quoi l'idée derrière la CAN? C'est surtout par rapport à notre slogan qui est la teranga sénégalaise à la rencontre de l'hospitalité ivoirienne. C'est ça. Alors c'est ça, c'est la CAN. Actuellement, tout le monde est bien reçu, que ce soit les Sénégalais ou on va dire tous les pays africains sont très bien reçus. Alors on s'est dit pourquoi pas juste Sénégal-Ivoire, mais à la rencontre aussi de toutes les autres nationalités. Et c'est du 25 au 28? Au 28. Et qui est attendu justement? Est-ce que d'autres pays peuvent venir présenter leurs produits? Oui, exactement. Déjà, on a une Cap-Verdienne sur place qui va présenter ses produits, Diop de Praia. On a une Malienne sur place, on a des Sénégalaises, des Ivoiriennes et une Burkinabèse. Alors, c'est Sénégal-Ivoire, mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un lieu de rencontre en fait, africain. Oui. Un lieu de rencontre, et c'est pour ça qu'on va essayer de vous demander, est-ce que ce lieu de rencontre-là n'est pas finalement un petit peu frictionné par les enjeux footballistiques? Est-ce que finalement ça va, vous vous en foutez du football? Quand je dis permettez-moi, mais vous quand il s'agit de vendre, vous vous dites non, oublions les défaites, les victoires, on va créer ce on cherche de l'argent. Quel est votre état d'esprit? C'est ça, en fait, actuellement, je vais vous dire la vérité, on est stressé parce que déjà, on a envie que la Côte d'Ivoire se qualifie parce que tout au début de notre collaboration, on s'est dit la finale, c'est Sénégal-Ivoire. Et c'est très important ce que vous êtes en train de dire, parce que je le dis pour nos téléspectateurs, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on parle de football, mais là, vous nous dites que le résultat va avoir une incidence sur le sort de votre... quelque part. Oui, quelque part quand même. Il y a un vrai lien. Il y a un vrai lien. Et vous, vous êtes très intéressé par ce qui va se passer tout à l'heure à 20h entre le Maroc et... On est devant la télé actuellement. Toutes les exposantes sont devant la télé. Alors, s'il vous plaît, il faut qu'on se qualifie parce que très sincèrement, ça va être encore... La fête sera encore plus belle quand vraiment toutes les deux équipes, on est sûr et certain. Et c'est bon pour le business. C'est très bon pour le business. Tant que le business fleurit dans toute cette affaire... Ça arrange tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme produit à présenter? Il y aura un peu de tout. Comme j'ai dit tout à l'heure, chaque exposante va venir exposer son savoir-faire. Ce sera différents secteurs d'activité. On aura des tissus locaux. Des sacs qui sont faits à la main, on aura des bijoux aussi faits à la main. On aura des secrets sénégalais? Des secrets sénégalais, bien sûr. Ah mais pourquoi vous riez? Parce que je vois deux familles. Mais je n'ai rien dit. Mais attendez. Non, parce que moi, je ne comprends pas. Tu as parlé de secrets. Je ne comprends pas. Non, je vous taquine. Dites-moi. Marie, on a dit des secrets automatiquement. Vous appelez Gérard. Des secrets. On a bien dit secrets. On dit des secrets. Donc, passer justement là-bas. Et puis, mais en plus, ce qui est intéressant, c'est est-ce que les stands sont accessibles financièrement? Oui, financièrement, c'est très accessible parce qu'aussi, on a voulu non seulement vendre, mais aussi exposer certains bijoux. Parce qu'aussi, en même temps de vendre, au fait, on voudrait bien aussi avoir des partenariats, comme on a dit tout à l'heure. Parce que c'est le but aussi de Sénégal-Ivoire. C'est-à-dire, juste après la vente aussi, on voudrait bien échanger entre nous et arriver à Dakar et que d'autres qui sont ici. Déjà, moi, j'ai déjà trouvé un partenaire qui va me représenter. Oui, elle va me représenter ici à Abidjan. Moi, je suis dans la décoration d'intérieur et tout. Alors, elle s'est déjà portée garante pour pouvoir me présenter ma marque ici à Abidjan. Alors, moi, dès que je rentre, je peux dormir sur mes lauriers. Il y aura quelqu'un Je disais que vous m'avez piqué ma question parce que, vous savez, on parle d'intégration africaine, on parle de... l'UEMOA, c'est un ensemble économique. Et vous, finalement, vous vous dites, s'il n'y avait pas le sport, peut-être qu'on n'aurait jamais pu prolonger justement cette ambition-là. Oui, ça aussi c'est vrai, parce que Sénégal-Ivoire, je peux dire que c'est un bébé qui est né il y a 3 mois. C'est frais. C'est surtout la CAN qui nous a plus incité à lancer cette première édition et on espère, Inch'Allah, la faire chaque année et aussi avec d'autres exposants, avec pourquoi pas aussi dans d'autres pays, que ce soit le Mali, la Guinée, le Bénin, le Ghana. On voudrait vraiment parcourir le monde, montrer que voilà, il y a des femmes engagées qui ont un grand savoir-faire et tout. Vraiment aller exposer un peu partout. Mais ce qu'on veut déjà, c'est que vraiment solidifier le Sénégal-Ivoire.
qu'on sache qu'il est là, que ce soit un événement annuel et que chaque année, que ce soit la Côte d'Ivoire aussi demain peut se déplacer et venir au Sénégal. Voilà. Alors par contre, le petit appel que je vais faire, c'est du côté peut-être des ministères, que ce soit du commerce ici à Abidjan et au Sénégal. Déjà, on remercie le ministère du Commerce qui nous a très bien reçus, qui fait partie de nos hôtes à l'événement, qui viendra demain pour faire l'ouverture, avec l'ambassadeur du Sénégal ici à Abidjan, avec le consul d'Abidjan, le maire d'Adjamé. Eux tous, ils ont accepté ce projet et ils nous ont fait l'honneur d'accepter de venir demain pour la cérémonie d'ouverture. Très bien, Madame Diagne, vous allez partir, c'est juste très rapide comme question. Cela concerne, vous avez parlé des ministères, cela concerne votre implication au-delà, parce que vous êtes des artisans, etc. Est-ce que vous pensez qu'à travers ce type d'action, vous allez pouvoir passer, je ne vais pas dire le plafond de verre, mais à atteindre par exemple les équipes, faire des maillots, des gadgets pour les équipes? Est-ce que c'est des choses qui peuvent naître suite à ce genre d'initiative? Pourquoi pas. On espère vraiment beaucoup. C'est pas seulement ça, mais on espère aussi vraiment beaucoup l'accompagnement et aussi la facilité, surtout déjà de travailler. Parce que tout ça, c'est bien, mais il faut que les échanges se fassent et que ce soit un peu plus flexible par rapport au transport déjà. Et je pense que si ça s'est fait, Inch'Allah, on fera même plus que des maillots. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Madame Ndiaye Marème Montero, je rappelle que vous êtes initiatrice de Sénégal Ivoire et avec justement ce projet-là, et même la CAN, on a l'Afrique des peuples. Voilà, au-delà d'un slogan de la CEDEAO, ça devient l'Afrique des peuples. Merci d'être venu. Mais je retiens qu'elle a dit que la finale, c'est... Non, on aimerait bien. Oui, on aimerait bien. C'est un fait qu'elle a exprimé. On aimerait bien que ce soit Sénégal-Ivoire. En tout cas, merci beaucoup. Ce sera le cas 8e, je pense. Si la Côte d'Ivoire passe. La finale se joue en 8e de finale. Voilà, déjà. Oui. C'est bien qu'ils se rencontrent avant. Tout est dans les mains de Dieu. Bon, je peux bien dire ça, voilà, pour éviter de stresser. Merci beaucoup. On fait une pause, vous le savez. À tout à l'heure. Je me suis convaincu que je vais arborer cette tenue pendant longtemps encore. J'y crois. Je l'ai mis ce soir. Je vais encore la mettre demain et pendant un bon moment parce que il y a quelque chose qui peut se passer. Je ne suis pas découragé. J'y crois. Le sort des uns peut être... un bon sort pour moi. Je n'aurai pas que des mauvais sorts. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Live TV. Nous essayons toujours et encore de parler avec vous de cette Coupe d'Afrique des Nations qui bat son plein. C'est une façon pour nous. Je pense que c'est sans doute la chaîne où on parle franchement, où on dit les choses, on se critique, on est en colère face à ce qui se passe, mais aussi de façon lucide. On dit que c'est le sport, la loi du sport veut qu'il y ait un vaincu et un vainqueur. Pour l'instant, on n'en est pas là, même si on n'a pas bien compris un peu le match Mali-Namibie. On peut vous l'expliquer tranquillement. Oui. J'aimerais avoir une explication. Un match scolaire. Mais au-delà de ça, vous aviez compris qu'au fur et à mesure qu'on déroulait les poules, il fallait déterminer quel allait être un troisième qui n'allait pas être meilleur à la Côte d'Ivoire. C'est clair. C'est celui-là qu'on cherchait et on ne l'a pas eu. C'est-à-dire que chaque troisième qui est arrivé, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, a été meilleur à la Côte d'Ivoire. Donc on a un dernier match où on peut avoir un troisième qui ne sera pas meilleur que la Côte d'Ivoire. On ne va pas prêter d'intention à qui que ce soit. Tout le monde est sympa. De Windek, on se retrouve à Casa. L'itinéraire est recalculé. L'itinéraire est vraiment recalculé. Mais André, on croit, et moi je crois avec vous. J'espère que tout le monde croit sur ce plateau, n'est-ce pas? Hein, Charles? Bien sûr. On y croit. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, les amis sont là. Mohamed Sissé est avec nous, journaliste sportif donc au groupe Adafo Média et du site Immédiat, donc, qui est avec nous pour qu'on décrypte ensemble toute cette affaire. Un autre confrère est toujours avec nous. Très bien, oui, il est là. Merci en tout cas de nous rejoindre. Non, je disais un autre confrère. Mais oui, Charles, Charles est là depuis le départ de cette émission, depuis le début. Il est bien, vous êtes bien, non, Charles? Je suis bien là et c'est les coulisses qui sont super intéressantes. Il y a beaucoup de débats. Le hors antenne, hein. Ouais. Oui, c'est plus intéressant que le on, on va dire. Mais en même temps, c'est la belle famille, André. Bien on sûr. ne peut pas attendre mieux. Hein. Et on va parler de cette belle famille. Vous connaissez quelques affiches, il faut qu'on en parle. On attend de savoir, est-ce que c'est la Côte d'Ivoire qui va rencontrer le Sénégal? On ne va pas épiloguer là-dessus, mais les affiches qu'on connaît, on va essayer de les décrypter. On sait déjà qu'il y a une grosse rencontre qui va arriver ici à Abidjan. C'est bien sûr la rencontre entre le Cameroun, vous êtes là, et le Nigeria. Quel est votre avis là-dessus? Comment vous voyez ces oppositions? On va les dérouler au fur et à mesure. Oui, alors je vais démarrer par
par Gérard. Finale avant la lettre? Ah oui, certainement. Je me souviens, me semble-t-il, en 2000 ou en 2002, ça a été, bon, je ne veux pas repartir jusqu'en 84, même si, voilà. Je me souviens que ça a été une finale et tout s'est joué à un petit détail. Ouais. C'était en 2000, avec la frappe qui a décoché au Kocha, qui a ricoché sur la barre transversale. C'est dire que ces deux voisins-là, quand ils se rencontrent, attention, il y a vraiment beaucoup de tension, il y a de l'électricité en l'air, donc c'était un 8e de finale qui promet. Et puis bon, c'est des promesses de finale quand même, ça. Voilà. Ça vaut finale. Alors, Mohamed Cissé, est-ce que c'est, enfin, on va dire finale avant la lettre, mais quel pourrait être l'atout qui fera qu'une équipe pourrait en sortir un cœur? Ce qu'il faut noter, c'est que cette affiche, c'est que ces deux nations ont toutes démarré cette compétition en tambour battant, parce que quand vous voyez la première prestation du Nigeria dans cette compétition, ça, plus il démarre, plus il rentre dans la compétition, plus il parvient à avoir, s'il faut, un certain nombre de forces dans cette compétition. C'est la même chose que pour les Lions indomptables, même si ils ont démarré cette compétition de manière timorante contre la Guinée, ensuite concédé une défaite face aux Lions de la Teranga. Je pense que c'est une très belle affiche, mais attention, c'est déjà deux équipes très expérimentées qui savent aborder surtout un match à coup péré, donc ça va être très très disputable et que voilà, en tout cas les Lions indomptables face au Nigeria, ça a toujours été comme ça, c'est une grande affiche et que on espère, en tout cas, ouais, les Super Eagles quand même reviennent avec beaucoup plus d'arguments. Maintenant, on va voir si Song va pouvoir déjouer s'il faut les pronostics. Charles, vous, évidemment, étant Camerounais, il y a quand même une histoire avec le Nigeria. Oui. Et vous allez dire cette histoire-là, ou vous vous dites que cette histoire peut encore avoir son influence sur cette rencontre, où on repart à zéro, c'est des générations qui vont jouer la tête libérée de ce poids historique? Non, on va repartir à zéro, mais on ne va pas occulter l'histoire. Alors, la petite stat, c'est qu'à chaque fois qu'on rencontre le Nigeria avant la finale, c'est le Nigeria qui l'emporte. Okay. Mais quand on rencontre le Nigeria en finale, trois de nos 5 titres ont été remportés face au Nigeria. Mais là, il faut arriver en finale. Sauf qu'on ne se retrouve pas en finale. Il y a ces stats qui sont en faveur des Super Eagles du Nigeria. Et aujourd'hui, pour prendre les forces en présence, on a Victor Osimhen qui veut à tout prix, et quand on voit sa façon, son body language, comment il joue, il veut réellement justifier ce titre de meilleur joueur africain de l'année. Il veut marquer. Il veut marquer les esprits. Et ce sera ça qui sera intéressant dans la rencontre, puisqu'il y aura le match dans le match entre Victor Osimhen et Christophe Ferro, qui est en train de se présenter aujourd'hui comme l'un des meilleurs. C'est une vraie révélation. Voilà, révélation de cette compétition. Il représente valablement Vincent Aboubacar. Voilà. De toutes les façons, au Cameroun, on lui a confié les clés du camion de la défense. Il a les Dreglos comme Rigobert Banac, il a le Dossa 4. Il a le talent pour ça, et aujourd'hui, je crois que c'est un vrai test, grandeur nature, pour lui. On a eu le sentiment à la fin de la rencontre face à la Gambie l'équipe a désormais une âme. Il y avait un groupe de joueurs, maintenant il y a une équipe. On les a vus se rassembler, tous à genoux, sur le terrain, voilà, c'est une belle image. À prier avec celui que nous on appelle affectueusement le pasteur Ondoa. Et on se dit, ce match-là, sur le poids historique, à côté des forces en présence, c'est deux équipes qui se craignent. C'est ça. C'est deux équipes qui se craignent, qui se respectent. Donc, la charge physique, la débauche d'énergie également, je suis bien content que ce match se joue à 20h. Je suis vraiment bien content parce que là, on aura une grosse débauche d'énergie. Et je vois cette rencontre aller au-delà des 90 minutes. Prolongation. Voilà, chacun va jouer petit pied, petit bras pour ne pas trop se livrer. Aller en prolongation et peut-être voir la décision. On pensait que la Guinée serait deuxième, et puis il y a eu quand même cette défaite, était-elle stratégique? Mais voici que la Guinée va croiser quand même... il est taqué, André. Il a vraiment taqué, André. C'est stratégique, enfin, je veux dire, vu que vous allez retrouver la Guinée équatoriale. Et sur ça, on se dit, des deux équipes, quelle est celle, je ne vais pas dire favorite, mais quand même, la Guinée équatoriale a montré les crocs. Oui, la Guinée équatoriale a montré les crocs, et si on regarde les dernières CAN auxquelles les deux équipes ont participé, il faut dire que la Guinée équatoriale a l'avantage parce qu'ils étaient quart de finalistes lors de la dernière CAN, alors que nous étions passés à la trappe face à la Gambie. Ils ont fait une demi-finale en 2015 et leur première participation aussi, c'était la Côte d'Ivoire qui les avait éliminés en quart de finale. Donc nous, notre dernier quart commence à dater quand même. Mais je pense que si Kaba se calme, il trouve les bonnes solutions. On n'a pas rougi devant cette
équipe de la Guinée équatoriale parce qu'on a quand même Seo Guirassy qui n'est pas n'importe qui, c'est le meilleur buteur, le deuxième meilleur buteur de Bundesliga. On a Naby Keïta, même s'il n'est plus le Naby Keïta qu'il était, qui est quand même un joueur qui peut faire la différence avec la dernière passe à tout moment. Il y a Mokhtar Diarabi qui malheureusement n'était pas là hier, qui a quand même, tout à l'heure, Charles parlait de Christopher Wu. Je pense que nous aussi, avec Diarabi, vu les 2 prestations qu'il a eu à faire, il a été monumental et contre le Cameroun et contre la Gambie. Donc je pense qu'on a notre patron de défense, notre gardien. J'ai rien à dire. Il est impeccable pour le moment. J'ai rien à lui reprocher. Donc je pense qu'on va revenir aux fondamentaux avec la défense qui a joué les 2 premiers matchs. Je pense que ce qu'on ne devrait pas faire, c'est de prendre la Guinée équatoriale de haut. Ce n'est pas une équipe à négliger. Je l'avais dit même à la Côte d'Ivoire. La Guinée équatoriale en son sein, le meilleur buteur de la CAN, en la personne de Nissoué. Et pour moi, l'un des meilleurs milieux de terrain, qui est Ivanedou Salvador. Je ne sais pas si tout le monde l'a remarqué, mais depuis la dernière CAN, il est impérial, il est malicieux. Il est technique, il est physique. L'ensemble de l'équipe il joue sur le rythme. Il ne change pas de rythme. Moi, je l'ai remarqué depuis la dernière CAN. Donc, en fait, la bataille sera au milieu de terrain. Si nos milieux de terrain arrivent à prendre le dessus sur ceux de la Guinée-Bissau, je pense qu'on a les possibilités de passer. Très bien. Regardons un peu ce qui va se passer du côté de cette opposition Cap-Vert-Mauritanie. Alors, le Cap-Vert, premier pays qualifié, qu'on n'attendait pas. C'est une des affiches les plus inédites. Une des affiches, bien sûr. Et la Mauritanie qui surprend de jour en jour. Alors, Gérard, pronostic? Écoute, je me dis, de part et d'autre, le Cap-Vert en CAN a un vécu que la Mauritanie n'a pas. On l'a rappelé tout à l'heure pour dire que c'est une qualification euphorique. C'est une qualification inédite quand même, aussi. hein. Oui, bien sûr, elle est inédite. Je crois que ça peut créer quelque part un déclic. Il peut y avoir dans ce match une surprise. Je crois qu'il peut venir de la part de la Mauritanie, en quoi qu'il peut se hisser en quart de finale. Parce que quand on prend l'équipe du Cap-Vert, bon, là-bas, c'est un peu vieillissant quand même, tu vois. On a encore du Ryan Mendes qui est encore dans l'équipe. Voilà, tu vois, c'est très très vieux. Oh, par contre, l'équipe mauritanienne, c'est très jeune, il y a de la fougue, voilà, tu vois. Donc moi, je me dis, cette équipe-là peut encore créer la surprise, quoi. Si c'est Oui, je pense que c'est l'équipe mauritanienne qu'il faut craindre parce qu'elle arrive dans cette compétition avec beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de hargne, surtout qui réussit pour la première fois de son histoire de se hisser en 8e de finale d'une Coupe d'Afrique des Nations et qui enregistre évidemment sa toute première victoire en phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est un avertissement, c'est une alerte que cette équipe a envoyée au Cap-Vert. Maintenant, Amir Abdou, c'est un entraîneur qui n'est plus à présenter, c'est l'un des technicien sur le continent qui se démarque à travers sa façon de faire et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, cette affiche, comme vous l'aviez tantôt rappelé, c'est l'une des affiches inédites dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et ça va être, j'y crois fermement, que ça va être l'une des affiches très très prometteuses. Et parce que ça joue des 2 côtés. Même si hier, on a retrouvé, après l'ouverture du score de la part de la Mauritanie face à cette équipe algérienne, on a vu une équipe qui a accepté de souffrir, qui a accepté de pouvoir, disons, déjouer s'il faut les assauts de l'équipe algérienne. Mais ce qui reste clair, la Mauritanie jouera le Cap-Vert avec beaucoup plus d'envie et de pouvoir continuer à écrire son histoire dans cette Coupe d'Afrique. Vous semblez là sur le coup, quand on regarde ce qui s'est passé donc au premier tour, normalement quand même le Cap-Vert, me semble-t-il, a été beaucoup plus impressionnant, notamment en étant premier. C'est très consistant, c'est très costaud. Et donc à ce niveau-là, je vois un peu la fougue des Mauritaniens, mais quand même le Cap-Vert n'est-il pas sur une phase de confirmation de ce qui s'est passé au premier tour, Gérard? D'un côté, il y a le réalisme, en fait, le réalisme capverdien avec l'expérience. On parlait tantôt de certaines individualités. Et puis de l'autre côté, il y a cette euphorie, il y a la fougue, tu vois. Donc ces 2 oppositions, on se dit, moi clairement, quand j'essaie d'analyser en fait ce match, les Mourabitounes n'ont absolument rien à perdre. Et ils ont déjà fini de jouer leur CAN, tu vois, c'est historique. Je crois que ça va vraiment demeurer dans l'histoire sportive, dans la mémoire collective sportive de la Mauritanie. Donc, je suis sûr qu'ils vont aborder ce match-là comme ils ont abordé le match de l'Algérie. Par contre, le Cap-Vert, lui, ça fait quand même un bout de temps qu'on voit les Cap-Verdiens venir à la CAN. Ils ont cette habitude-là. Eux, ils ont la pression. Donc, du coup,
Est-ce que l'enjeu ne va pas prendre le pas sur le jeu lors de ce quart de finale-là? Moi, je me dis oui. Et je dis, je mets ma pièce sur la Mauritanie. Bah, une simple pièce. Alors Charles, justement, quand Gérard dit, bon, le Cap-Vert va venir, ils ont l'habitude de venir, mais chaque CAN a sa réalité. Est-ce que le Cap-Vert aussi ne rêve pas, premier pays quand même qualifié, avec des joueurs, même s'ils sont, comme il a dit, un peu dans l'âge et tout, mais ils avancent. Ils avancent et ils vont en bon jeu. Est-ce qu'ils ne pourraient pas continuer justement à marquer leur histoire avec une victoire sur la Mauritanie? Le Cap-Vert est très déterminé parce que je crois qu'ils se sont parlé. C'est une génération qui joue gros. C'est presque, bon, si éventuellement on organise la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, 2025, il pourrait encore être là, mais ce sera difficile pour plusieurs. Je vais prendre peut-être le cas de Ryan Mendes, qui a 34 ans, il y a Bébé qui a 33 ans, il y a Jamie Montero qui a 30 ans, donc c'est une équipe... Est-ce que ce n'est pas une maturité qui est profitable qui fait gagner, un peu comme l'équipe du Ghana, sauf que si vous ne gagnez pas, votre génération passe sans avoir rien gagné. Donc je crois que c'est cet aspect-là qui donne à ce Cap-Vert toute cette détermination. On a vu comment ils ont malmené l'Égypte, peut-être pas la grande Égypte, même si on l'a senti un peu plus à l'aise sans Mohamed Salah. Le Cap-Vert aujourd'hui, tout le monde, plusieurs confrères avec qui j'ai discuté, ne souhaitaient pas tomber sur le Cap-Vert. C'est comme nous au Cameroun, lorsqu'on voit la Guinée équatoriale inscrire 8 buts en 2 matchs, on se dit attention. Il faut éviter. C'est le voisin, oui, d'accord, mais attention. Donc je pense qu'aujourd'hui, le Cap-Vert est une équipe qui est complète, c'est une équipe qui est redoutable et l'issue de cette rencontre-là va résider également à la capacité de la Mauritanie, des Morabitoun, à gérer cette charge émotionnelle. Ce qui a eu lieu hier. Moi, j'ai vu le président de la fédération, par exemple, pleurer à chaud de larmes. L'émotion était visible, perceptible. Et j'adore beaucoup cette CAN ivoirienne parce qu'il y a des moments. Quand on fait des émissions, on dit toujours l'image du jour. Hier, à la fin de la rencontre, peut-être le réalisateur ou alors dans les différentes télévisions, chaînes qui montraient la rencontre, on était à passer à la page pub. Les joueurs, notamment Aïssa Mandi, les joueurs algériens, sont allés demander pardon au public algérien qui était juste à la gauche de la tribune presse. Les jets de projectiles qui étaient partis des tribunes pour les joueurs, il a fallu que les stadiers, qui avaient bien compris qu'il fallait la sécurité, ils sont venus, ils ont un peu calmé le public. 30 secondes plus tard, même pas 30, 15 secondes plus tard, les Morabitoun sont arrivés devant le public algérien. Ils ont été ovationnés. Les supporters algériens ont fait des chants à la gloire de cette équipe-là. Je pense que c'est des images qui marquent toute cette génération-là. Est-ce qu'ils vont réussir à digérer ça? Est-ce qu'ils vont réussir à se dire, OK, c'était une étape, maintenant, on va passer à une autre étape. Il faut qu'on essaye de jouer notre football comme qu'on est, parce que c'est un football qui est également alléchant. Amir Abdou a fait un travail impressionnant avec cette équipe. Il y a quoi? Plus de 5 joueurs du FC Noisy-Pou qui continuent de travailler ensemble. C'est un groupe qui vit bien. Très bien. Des jeunes qui courent et ça peut faire un gros match. Alors, avec vous, on va tirer quelques enseignements parce que c'est la dernière soirée, justement, de ce premier tour, globalement. Hein. On va passer maintenant au tour des huitièmes de finale. Quels sont les enseignements que vous tirez globalement? Vous avez parlé, on vous a entendu tout à l'heure, Mohamed Cissé parler de votre surprise par rapport à la Mauritanie, enfin, une belle surprise. Il y en a d'autres. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué? Prenons tout de suite, on vient de parler de l'entraîneur mauritanien. Quels sont les entraîneurs, finalement, ou les techniciens qui se révèlent à vos yeux ou qui confirment à Barry, ou des choses que vous découvrez? Bon, je vois que vous n'êtes pas très pour Kaba Diawara, mais bon. Est-ce qu'il réussit à se qualifier, finalement? Alors, quels sont les techniciens qui vous démontrent qu'ils sont en tout cas dans cette CAN, à féliciter ou à plébisciter? Le premier, c'est Amir Abdou. J'en avais parlé après le premier match. Je vous avais dit à l'époque que la Mauritanie, c'était mon coup de cœur. Le deuxième, c'est le coach capverdien qui a fait un excellent travail. Et le troisième que j'avais cité, c'était Collins Benjamin, l'entraîneur de la Namibie. Un ancien milieu de terrain du FC Hambourg qui a repris l'équipe nationale, qui a donné du fil à retordre aux Lions indomptables de Charles. Ils ont battu le Cameroun à Yaoundé, ils les ont accrochés à Yaoundé. Je pense qu'ils sont qualifiés aujourd'hui. C'est la première fois de leur histoire qu'ils
passent et qu'ils gagnent un match. La première victoire, c'est un peu comme la Mauritanie en fait. C'est pour dire quoi, la CAN en Côte d'Ivoire, c'est une CAN d'émotion, c'est une CAN de surprise, c'est une CAN de foot. Parce que quand vous voyez le nombre de buts marqués durant cette CAN-là, je pense que c'est des records absolus. Et on a assisté ce soir aux 2 premiers 0-0. Hein. Tout à fait, c'est les 2 premiers 0-0. Après, je sais plus quand vous voyez le comportement, comme Charles l'a souligné, des supporters algériens qui veulent en découdre avec leurs joueurs, mais qui ovationnent, qui rendent hommage à l'équipe. Moi, je suis surpris parce que nous, on a affronté l'Algérie, mais je disais, mais c'est pas les vrais supporters algériens. En fait, les Algériens, je me dis quoi, ils ont voulu donner une leçon à leurs joueurs parce que pour eux, les Mauritaniens, il n'y a pas de superstar. Tu n'as pas un Riyad Mahrez, tu n'as pas un Adam Ounas. Il y a 5 joueurs qui jouent dans le championnat local, le FC Nouadhibou. Ils ont un entraîneur, je ne sais pas comment on le dit, comorien. Amir Abdou, c'est un comorien. Et ils se sont battus. Moi, je vous dis que même contre l'Angola, la Mauritanie, quand on regarde le jeu, elle méritait de gagner le match. Donc, mes coups de cœur se sont confirmés. Cap-Vert, Namibie, même si j'avais souhaité que la Namibie perde pour que les éléphants soient qualifiés aujourd'hui, mais ils y sont. Bon, apparemment, ils ont fait un match nul. Et le nombre de buts marqués. Voilà, le football est spectaculaire. Alors, Gérard, moi, justement, je pars pour l'ami particulier de Barry, Kaba Diawara. Déjà pour sa résilience, c'est vrai que je me souviens qu'à un moment, il a été mis en stand-by pendant un bon moment. Ça a chauffé au niveau de la Fédération de Guinée. Et il a été réadmis, repositionné. Aujourd'hui, il continue de faire son travail tranquillement, sereinement. Ça, vraiment, je lui tire mon chapeau. C'est mon coup de cœur. Deuxième coup de cœur, c'est Rigobert Song. Franchement, ça n'est pas facile. Mais il a lu sur mes fiches, là. Ah où ben, décidément, ça n'est vraiment pas facile d'être à la tête de la tanière parce que ça chauffe à l'intérieur, ça grouille de toute espèce d'histoire, d'affaires. Voilà. Franchement, bon, il y a des... On a entendu quelques bruits de la tanière, mais bon, je vais laisser le soin à Charles d'en parler très bien. Et puis pour terminer rapidement, c'est le coach gambien Saint-Fier. Franchement, moi, il m'a fait très bonne impression, même si la Gambie n'a pas pu se qualifier, qu'il a démissionné après. Si c'est. Alors, moi, je pense peut-être que je ne marcherai pas sur la même langue que Barry, mais je dirais tout simplement, je commencerai par tirer chapeau pour Amir Abdou. On a vu déjà l'exploit qu'il avait réussi quand il était avec les Comoriens. Ensuite, il revient avec une équipe venue de nulle part dans une compétition qu'elle était en train de découvrir et tout ça. Là. Après, la permettre de se hisser en 8e de finale, je pense que c'est une véritable prouesse qu'il a réalisé avec cette équipe. Ensuite, je mettrai forcément Kaba Diawara. Je m'explique pourquoi. Parce que tout simplement, vous savez, Kaba, il a hérité d'une équipe... Bon, je dirais tout simplement qu'il a hérité d'une équipe qu'on peut dire, en voyant individuellement que c'est une équipe, mais sur le plan collectif, il n'y en avait pas. Par exemple, on se focalisait un tout petit peu sur le nom des joueurs pour dire, ah oui, sur la base de ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Mais à l'intérieur, vestiaire d'abord, il a réussi à imbriquer sa marque de fabrique avec cette équipe du Sili national parce que c'est une équipe que nous suivons de très près, que nous savions ce qui se passe réellement en son sein. Donc, en termes de... Il a réussi beaucoup de choses et il a fallu beaucoup de perspicacité pour pouvoir réussir ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il a été l'un des premiers sélectionneurs nationaux à pouvoir permettre à la Guinée de se qualifier pour cette Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule avant la dernière journée et qui l'a permis aussi, il a réalisé beaucoup d'exploits et beaucoup de courage surtout. Ensuite, je dirais tout simplement, Tom Saint-Fitz, il m'a marqué que ce soit en termes de management, en termes de communication. Il a beaucoup de qualités que j'aimerais voir chez Kaba Diawara ou chez Rigobert Song. Donc, je pense que ce sont spécifiquement ces entraîneurs-là qui m'ont marqué durant cette campagne. Très bien. On va terminer justement cette émission puisque nous sommes vraiment à la fin avec le cas. Encore, hein. On n'a pas eu le point de Charles? Oui, non. Finissons le point de Charles et on termine. Pardon. Parce que de l'intérieur, est-ce que nous, disons dans la presse, ça n'a pas été facile pour lui, mais c'est un sélectionneur qui est froid et pardon, il nous a toujours montré qu'il est l'homme des grands défis. Le Brésil,
Blida, le Brésil, et ce qui s'est passé hier soir, on a l'impression que oui, il y a des critiques, il y a des choix qui sont contestés, mais il y a toujours cette étoile-là qui fait en sorte qu'il saute des guet-apens. Il y a maintenant le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé. Ah oui. Alors, on n'en parle pas beaucoup, ça a l'air facile pour le Sénégal. Parce qu'on considère que... Depuis la Coupe d'Afrique des Nations 2008 et 2010, aucune nation, évidemment avec les victoires de l'Égypte, aucune nation n'a pu doubler les Coupes d'Afrique des Nations. Pire encore, plusieurs nations sont sorties au premier tour après l'édition gagnée. Donc là, quand on voit ce que le Sénégal est en train de réaliser, non seulement c'est serein, c'est costaud, et en plus de cela, ils ne font pas beaucoup de bruit, même si les anciennes gloires de temps en temps se gargarisent un tout petit peu. Aliou Cissé est dans son cocon avec ses joueurs, ils essayent de se battre pour pouvoir remporter la deuxième. Le Sénégal avance presque masqué. Vous voyez, on en parle. Mais il faut vraiment faire attention au Sénégal parce qu'il risque d'aller très loin dans la compétition. Okay. Alors, je voulais qu'on fasse un tour de table sur le cas de la Côte d'Ivoire pour terminer tout ça. C'est l'autre enseignement qu'il faille tirer aussi de cette Coupe d'Afrique des Nations. Tout à l'heure, on saura, peut-être que demain, on ne parlera plus de la Côte d'Ivoire, mais je pense qu'on va en parler. Tiens. Et comment vous voyez aujourd'hui l'avenir de ces éléphants-là, déjà avec... le départ de Gassé, avec ses joueurs. Quel est votre sentiment profond au regard donc, de cet effectif, de toutes ces décisions, on va dire, de ce drame national? Commençons par Barry. Comment vous voyez les choses? Je pense qu'on n'a pas notre destin en main. C'est la chose la plus compliquée, en fait. Si on avait notre destin en main, c'était plus facile de se prononcer. Même moi, je citerai Gobert Song, celui qui sait qu'il est en danger. C'est qu'il n'est pas en danger. Celui qui ne sait pas qu'il est en danger, c'est qu'il est en danger. Les éléphants savent qu'ils sont en danger, donc ils ne sont pas en danger. Donc pour moi, objectivement, s'il y a qualification, j'ai foi en cette équipe. J'ai foi en Alain Guaméné. C'est vrai qu'il n'a jamais coaché l'équipe A, mais il a coaché les cadets, les juniors, et c'est un grand champion. Je pense que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin forcément de tactique. Les joueurs ont besoin de discours pour se remotiver. Merci beaucoup, Barry. Charles? Pour les Ivoiriens, j'ai tout dit, c'est le mental. Il faut que les anciens gloires leur parlent. Il faut que les anciens gloires leur parlent. Il faut qu'on leur montre ce que le peuple, comment le peuple souffre lorsqu'il ne gagne pas, parce qu'il joue pour ce peuple-là d'abord. Et aujourd'hui, on a une équipe de Côte d'Ivoire qui, je sais qu'elle va passer. Je sais qu'elle va passer et il faudra s'en méfier. Très bien. Cissé? Moi, je dirais tout simplement que l'équipe est sur une phase très, très décisive, surtout avec la reconstruction qui avait été entamée par Jean-Louis Gassé. On voit beaucoup de jeunes aujourd'hui qui, pour leur première fois, en train de découvrir l'environnement de l'équipe nationale, et d'autres, par contre, sont là, sont des anciens de cette sélection-là. Vous savez, la phase de reconstruction, ça a l'air facile quand on a beaucoup plus de qualités individuelles et tout ce qui s'ensuit. Mais sur le terrain, il faudrait forcément la reconstruire à travers un collectif, en trouvant des mots, en mettant un peu plus haut le moral des joueurs. Maintenant, c'est ce qui s'annonce un tout petit peu périlleux, mais je crois que le nouveau staff qui arrive va pouvoir annoncer la responsabilité. Gérard, vous, pour terminer, qualification ou pas? Oui. Vous dites, c'est la reconstruction absolue. Très bien. C'est tout. Alors André, il faut reconstruire. En attendant, on attend la fin du match. La fin du match, il y a toujours 0-0 après 25 minutes de jeu. Très bien. Donc, voilà. Et il y a ce message de Ricardo Zama sur son compte qui dit « Depuis lundi, on supporte 2 équipes par jour, c'est fort. À 17h, on doit serrer. À 20h, on doit serrer. Quand ça va sortir, là, tout le monde saura comment maîtriser. Le doyen Ricardo Zama. Merci à tous, les amis. Merci beaucoup. Merci. André. Merci, Christelle. Merci, André. Écoutez, on croise les doigts, on prie, on croit. Dieu est capable, Dieu est fidèle. On se retrouve demain pour une autre émission du Grand Talk. D'ici là, portez-vous bien. Les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.